Bonjour, je suis Isabelle Griffoul, je suis rhumatologue et je travaille au CHU ici de Tours dans le service de rhumatologie depuis 2003. Alors j'étais tout d'abord externe de la faculté de Lariboisière à Paris, donc pendant les 6 premières années, puis l'externat, et puis j'ai obtenu le concours de l'internat sud à l'époque, donc à Tours en 2001. Et j'ai fait mon premier stage dans le service en 2003 ici, comme interne, en 3e année du coup. Et puis après j'ai été chef de clinique à la faculté de Tours et assistant dans le service, puis praticien hospitalier, ce que je suis ici depuis 2009. Alors la rhumatologie, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez complet, qui ne s'occupe pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, que du vieillissement des articulations des jambes, et qui s'occupe de plein de champs très variés, dont les maladies inflammatoires, qui sont le gros quand même de notre discipline, mais également la pathologie tumorale, infectieuse, la pathologie dégénérative bien sûr, et puis voilà, d'autres champs qui sont aussi frontières avec la médecine interne et les maladies de système. Et on a une grosse activité maintenant en imagerie avec l'échographie qui est incontournable dans notre discipline et les gestes sous échographie, puisqu'on faisait quand même beaucoup de gestes déjà auparavant, mais là maintenant c'est un vrai plus avec une performance supplémentaire et ce qui en fait aussi un point d'attractivité important si on veut travailler en libéral, en ville. Et en tous les cas, on peut exercer cette discipline dans les deux situations en ayant vraiment beaucoup de choses très variées et non répétitives, que ce soit à l'hôpital ou en libéral. Je pense que la première qualité là, c'est qu'il faut écouter le patient parce que la plupart des diagnostics se font quand même après avoir bien écouté ce que les patients avaient à nous rapporter. La sémiologie est hyper importante. Et c'est vrai que si on se focalise d'emblée sur le problème en allant examiner soit un genou, soit une articulation ou autre, eh bien on fait fausse route. Et donc il y a une partie échange qui est primordiale. Alors j'imagine que c'est la même chose dans d'autres spécialités, mais je trouve que vraiment ça en fait son intérêt. Alors je voulais, moi pour mon internat, je voulais m'orienter vers la médecine interne au début. Et puis finalement, je suis passée en rhumatologie dans le service de rhumatologie du CHRO à Orléans donc. Et j'ai rencontré quelqu'un de formidable qui m'a donné envie de faire cette discipline et notamment pour cet aspect très varié, à la fois médecine interne, à la fois infectiologie, à la fois gestes. Alors elle m'aurait peut-être donné envie de faire n'importe quoi d'autre cette dame, mais en tous les cas, il s'agit du docteur Salam que vraiment je remercie de m'avoir montré ce que ça pouvait être que cette discipline. Et justement, le fait que ce soit très varié, c'est vraiment ça qui m'a donné envie, à la fois ce côté médecine interne, sans doute, mais aussi l'aspect gestuel. Et puis ici, le passage après, ici, auprès du docteur Mamou et Mulman, ont vraiment été décisifs pour conforter ce choix. Ouais. C'est d'autant que le choix, il est différent, parce que vous choisissez maintenant une spécialité directement. Et à mon époque de choix, on n'avait pas forcément le choisi directement pour la nomination au concours de l'internat, donc c'était aussi après avoir essayé quelques stages qu'on s'orientait. Et ce qui en fait aussi peut-être une différence, il faut être précis très tôt. C'est pas si simple que de trouver des éléments pour choisir telle ou telle spécialité, je pense. Ouais, les points positifs, c'est que c'est extrêmement varié, que le travail en équipe prend vraiment du sens parce qu'on a besoin de discuter sur des choses qui sont très vastes pour le patient et pas juste un problème local. Et puis l'aspect technique qui a vraiment, quand on aime ça, un intérêt important. Alors moi je pense que le point négatif, mais qui peut être positif après, c'est que nous manquons de rhumatologues là et qu'en ville notamment, c'est une tranche d'âge qui part en retraite. Et que du coup, la charge est importante en ce moment, puisqu'il y a peu de personnes en libéral. Alors bon, ça va s'inverser sans doute, et puis on va avoir de nouveau une collaboration plus importante avec à la fois du monde en ville et du monde à l'hôpital. Oui,
il y a un certain nombre de formations complémentaires. Alors il y en a qui, à mon avis, sont un peu obligatoires maintenant dans le cursus. Je pense à l'échographie, c'est-à-dire que ça reste une formation complémentaire, mais elle est vraiment maintenant intégrée dans les premières années de l'internat. Ça paraît incontournable. Ça vient vraiment prolonger maintenant notre façon de faire, notre examen clinique presque. Et c'est primordial de savoir se débrouiller avec l'échographe. Après, il y a d'autres formations complémentaires qui sont pertinentes, mais qui vont dépendre des goûts de chacun, et elles sont nombreuses. Et on peut se spécialiser plus pour les maladies du système, médecine inflammatoire. Mais on peut aussi s'intéresser, il y a une formation complémentaire que j'ai suivie il y a plusieurs années sur la pathologie osseuse et les explorations de la pathologie osseuse. Et puis, il y a des formations qui peuvent être complémentaires sur la recherche médicale, par exemple, sur la podologie. Enfin, ça peut aller d'un aspect très mécanique à quelque chose de très large qui regroupe même d'autres spécialités. Alors en moyenne pour le suivi, on a des patients qu'on suit régulièrement en consultation pour des maladies chroniques. Et du coup, moi, il y a des patients que je connais depuis mon arrivée dans le service, que j'ai toujours vus et que j'ai toujours suivis dans le service, en consultation, qui continuent de venir me voir tous les ans ou tous les 6 mois selon les poussées éventuelles. Donc ça, c'est surtout pour les maladies inflammatoires. Et puis après, on a des patients plutôt pour la partie hospitalisation qu'on va finalement pas suivre, c'est-à-dire qu'on va avoir toute une grosse partie de diagnostic au départ. Et puis après, des fois, soit il n'y a pas besoin d'un suivi spécifique, parce que le problème est réglé, donc je pense par exemple aux infections, soit finalement le problème n'est pas de notre spécialité. Et là, je pense par exemple à la pathologie tumorale osseuse, qui finalement est explorée dans le service, et qui après relève plutôt du spécialiste oncologue d'organes, et que nous, on ne va pas suivre forcément. Voilà. Après, heureusement, il y a plein de pathologies aiguës, et qui sont finalement traitées, et qui s'arrêtent. Et donc les patients ne sont plus suivis chez nous, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, on a des interfaces qui sont très importantes autour des maladies inflammatoires. Vous le savez peut-être, mais on a tout un champ de pathologies inflammatoires qui concernent d'autres organes que les articulations, et notamment la peau et le tube digestif. Donc, il y a des interactions importantes et quotidiennes en fait avec les dermatologues et les gastro-entérologues. Et puis, on a également des interactions avec les internistes, puisqu'on a des pathologies un peu frontières qui ont une gravité supplémentaire pour un aspect ou l'autre, et donc chacun prend en charge, et puis finalement on a des staffs en commun pour discuter de dossiers un peu difficiles. Puis on a une interaction qui est assez grande avec bien sûr la radiologie, et notamment la radiologie ostéo-articulaire pour nous ici, avec cette partie geste, cette partie enseignement, et puis cette partie discussion de dossiers. Je dirais également avec les orthopédistes qui vont être notre champ chirurgical de l'appareil locomoteur. Et effectivement, il y a des fois des discussions frontières avec des situations complexes qui nécessitent l'intervention des deux équipes. Et puis enfin avec la pharmacie, puisqu'on a tout un champ qui a explosé ces 20 dernières années en rhumatologie, qui est le champ des biomédicaments, qui a révolutionné la prise en charge de nos patients vraiment, et pour le coup, moi j'ai vu du avant-après, et qui fait qu'on a besoin de leur aide pour toute cette partie-là, à la fois en éducation des patients, mais aussi en gestion des ressources, parce que c'est des traitements qui sont extrêmement coûteux et qu'il faut qu'on utilise à la fois à bon escient et puis avec parcimonie. Alors notre responsabilité, je crois, au quotidien dans le service, c'est de pouvoir donner le meilleur soin aux patients, et ce assez rapidement, et en respectant les règles finalement d'éthique et de bienséance à l'égard du patient, avec un respect important. Donc il ne va pas être question d'envisager des choses sans pouvoir en avoir discuté, avoir expliqué ce qu'on fait. Ça, c'est quand même une responsabilité importante. Une responsabilité, bien sûr, d'engager les bons moyens et de ne pas faire d'erreurs dans la discussion, et donc du coup d'être vraiment très présent, de réussir à bien analyser les problématiques des patients pour y répondre au mieux. Et puis après, on a une responsabilité importante de formation auprès des jeunes qui sont avec nous. Donc là, je pense aux étudiants qui nous accompagnent dans le service, et puis bien sûr aux étudiants de 3e cycle, les internes en formation, bien sûr, pour les accompagner et les guider, et puis effectivement leur donner un peu l'orientation pour la suite, et surtout pour qu'ils puissent acquérir en autonomie et en sécurité ce qui vont faire d'eux des bons rhumatologues pour la suite.
Voilà, puis enfin, dernier volet, on a une responsabilité de recherche qui est primordiale dans un centre hospitalo-universitaire. On doit être engagé dans ces trois responsabilités-là, l'enseignement, la recherche et la clinique. Donc on a une responsabilité qui est couverte ici dans le service de rhumato. On fait beaucoup de recherches, notamment cliniques, et aussi un petit peu plus fondamentale. Voilà. Et puis enfin, dernière casquette pour moi, c'est que j'ai la responsabilité de la chefferie de service depuis peu. Et c'est encore d'autres responsabilités en fait, de fonctionnement vis-à-vis des instances dirigeantes notamment, et puis de l'équipe au complet, et pas seulement pour le coup des patients qui nous sont confiés. Actuellement, dans le service, notre principale difficulté, c'est la pénurie de rhumatologues dans la région Centre-Val de Loire, qui fait que nos collègues et dans les différents départements qui nous entourent sont partis les uns après les autres. Donc on a quand même 2 départements pour lesquels il n'y a plus de rhumatologues. Donc évidemment, les patients de ces territoires doivent être vus et pris en charge correctement, et donc probablement chez nous. Alors il n'y a pas que nous qui nous en occupons, il y a aussi les rhumatos libéraux. Et c'est quand même quelque chose qui est assez préoccupante dans notre avancée. Alors je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, mais l'évolution, elle s'est déjà un petit peu faite avec l'arrivée des biomédicaments et elle se poursuit. C'est-à-dire qu'on est maintenant dans les maladies inflammatoires sur des traitements extrêmement ciblés. Et donc au lieu d'avoir quelque chose qui est très anti-inflammatoire globalement, on va réussir à cibler des petites cytokines dans des petits coins pour avoir le moins d'effets indésirables et le plus de performance possible. Et ça en fait des discussions compliquées avec une stratégie de traitement qui est complexe, puisqu'on doit prévoir finalement quel traitement on donne, dans quel ordre on le donne, si celui-là ne marche pas, pourquoi est-ce qu'on choisirait un autre, peut-être justement en visant ces thérapeutiques ciblées. Et ça arrive dans l'ostéoporose, c'est bien sûr présent déjà en cancérologie, ça arrive en infectiologie, enfin voilà, c'est des choses qui sont très évoluantes. Et puis l'autre chose aussi, c'est que ces traitements étant extrêmement efficaces, le visage des services de rhumato a quand même changé en hospitalisation depuis plusieurs années. Et avant, on hospitalisait des polyarthrites rhumatoïdes ou des spondylarthrites à tour de bras parce qu'on gérait des poussées itératives qu'on n'arrivait pas trop à maîtriser autrement. Et maintenant, tout ça, c'est de l'ambulatoire. On ne fait plus rentrer une polyarthrite en hospitalisation, c'est exceptionnel, parce qu'on a des moyens beaucoup plus performants qu'avant de les prendre en charge correctement en ambulatoire, de limiter les poussées et de limiter les conséquences aussi de l'évolution de la maladie, avec très peu de chirurgie désormais pour ces personnes-là. Voilà, et ça change un petit peu comme ça dans beaucoup de champs. Donc on a réduit énormément, par exemple, notre nombre de lits d'hospi en 20 ans. Et on est passé de 34 à 20, parce que finalement, on n'a plus besoin d'autant, et en ayant beaucoup étoffé notre secteur d'ambulatoire, par contre. Voilà. Non, moi je trouve que c'est assez fidèle, ça a évolué, mais je me suis engagée dans cette discipline avec cet aspect-là. Enfin, j'ai jamais été déçue, maintenant c'est vrai que ça évolue pas mal, mais on s'adapte avec l'évolution notamment scientifique et technique, puis d'imagerie, beaucoup, on n'avait pas du tout l'échographie qui était utilisée avant comme aujourd'hui. Non, c'est assez vraiment fidèle à ce que je m'imaginais quand je l'ai choisi en tout cas. Alors elle est importante puisque nous passons beaucoup de temps ici. On est quand même un petit peu plus nombreux qu'il y a quelques années, donc c'est quand même un peu plus simple, on va dire. On essaye que ce soit assez étanche parce qu'à la maison, il y a effectivement une vie de famille qui est remplie aussi et on ne peut pas faire subir ça aux autres tout le temps. Mais c'est quand même notre maison, le service, on y passe du temps et puis c'est important du coup qu'on s'y sente bien. Et je crois qu'on a la chance d'être dans une équipe où on s'entend vraiment bien et où du coup, ça fait plaisir de venir travailler le matin sans que ce soit une corvée. Voilà, c'est important. Alors la journée commence ici tous les matins par un mini-staff où on présente les patients hospitalisés. Donc ça dure une quinzaine de minutes, donc ça c'est à 8h45. Et puis après, on a une habitude de prendre en équipe un café qui va nous permettre de bien démarrer et il ne faut pas croire, mais on règle tout un tas de problématiques à ce café du matin. Et puis après ça, on attaque la visite dans les différents secteurs. Alors, ce n'est pas toujours une visite avec un chef, un interne, un externe.
Des fois, au quotidien, en tout cas, on revoit les entrées la veille. Et puis ensuite, le mardi, vendredi, par contre, il y a vraiment une visite. Et puis des fois, certains vont vaquer à leurs occupations en consultation. On a d'autres secteurs à senioriser, donc on est assez occupés. Et puis l'après-midi, ça repart avec les entrées forcément à voir. Ça, c'est plutôt pour les internes. Et puis on peut être disponible si nécessaire, évidemment, à tout moment. Et moi, je consulte assez souvent l'après-midi. Puis c'est aussi le temps où on a des cours ou des temps d'enseignement, à 14h notamment, pour les étudiants de deuxième cycle. Tous les jours, on les reçoit à 14h pour un petit cours. Les staffs ont lieu l'après-midi. Et puis maintenant, j'ai un paquet de réunions, on va dire, qui sont plutôt l'après-midi et qu'il faut assurer aussi. Et puis, on va dire que ça se termine entre 6h et 7h, la fin de la journée professionnelle. Alors, sur mon temps de présence dans le service, je crois que j'aime tellement ça de passer ma vie ici que j'ai réussi à être hospitalisée 2 jours dans mon propre service. Voilà, avant d'être transférée, mais c'est pour la petite anecdote où j'ai rencontré à cette occasion-là le personnel de nuit qui est charmant. On soigne que des vieux. J'espère qu'on vous aura démontré que c'est vraiment pas ça qu'on fait dans notre pratique de tous les jours. Merci d'avoir choisi la rhumato finalement pour votre suite professionnelle. Bonjour, c'est Parfait Marc-Antoine, interne en rhumatologie, donc au CHU de Tours en rhumatologie. Je suis en région depuis 2017, c'était l'année du concours de l'internat, j'ai fait mes études avant sur Nantes. Donc il y a une réforme qui est en cours, qui a eu lieu il y a quelques mois, quelques années. Donc globalement c'est différencié en trois parties. Les 2 premiers stages, donc la première année, c'est la phase de socle, donc un stage en rhumatologie et un stage dans une autre spécialité. Après il y a 2 ans qu'on appelle l'approfondissement. On fait 2 stages de rhumatologie et 2 stages d'autres spécialités. Et la dernière année, la phase de consolidation, maintenant docteur junior, on fait 2 stages de rhumatologie. Donc assez varié, et moitié rhumatologie pour la moitié stages divers, maladies infectieuses, radiologie, médecine interne, dermatologie, c'est très varié. 8 semestres à valider. Donc très complet avec des champs différents, et selon les goûts on peut se rapprocher plus de gestes, d'infiltration, de côté assez technique, ou alors dans les maladies de système, avoir des préférences pour telle ou telle pathologie et se rapprocher à chaque fois de différentes spécialités. Donc très complet. J'apprécie, il y a un côté sémiologie très intéressante, très complète. Et peut-être le dialogue avec les autres spécialistes, on est continuellement à demander des avis. Et c'est ce qui est aussi intéressant d'être en discussion constamment avec d'autres spécialistes. C'est une spécialité qui offre beaucoup de possibilités, effectivement intéressante en hospitalier comme en libéral, qui est très diverse avec des champs inflammatoires, le champ mécanique. On peut sur-spécialiser ou être plus intéressé par telle ou telle partie. C'est très différent dans la pratique, donc c'est pas redondant. Mais c'est des qualités vraiment très complètes et polyvalentes dans sa pratique. Je dirais justement tout ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire les échanges avec les gens, le fait d'être ouvert sur plein de parties, plein de spécialités, d'être un peu touche à tout, d'avoir fait des stages dans différentes spécialités, donc d'avoir des compétences un peu plus étendues, ou des notions en tout cas. Et personnellement, c'est le goût des gestes et de l'imagerie qui est en plein essor, donc c'est très intéressant.
Un des points possiblement négatifs, c'est comme c'est une spécialité très hétérogène et très diverse, il peut y avoir des parties de cette spécialité où on est moins familier ou qu'on apprécie moins, mais en soi c'est pas forcément un problème important parce qu'après on choisit soi-même sa pratique, on s'oriente naturellement plus vers tel ou tel champ de la rhumatologie. C'est très varié, ça dépend vraiment des pathologies, avec des incidences différentes selon les types. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas forcément des patients âgés qu'on voit en consultation, des rhumatismes inflammatoires qui touchent les gens jeunes, donc c'est très différent. Si on différencie en hospitalier ou en libéral, si on a des structures pour faire des gestes dans des bonnes conditions, mais en hospitalier on fait l'infiltration épidurale, l'infiltration de genoux, poignets, chevilles, toutes les articulations en soi peuvent être ponctionnées ou infiltrées avec parfois d'un repère échographique, et puis sinon ça peut être fait en radiologie pour les gestes plus compliqués. Donc les formations hospitalières transversales, c'est les FST, donc ça a remplacé les DESC. Il y en a plusieurs accessibles par la rhumatologie, douleur, médecine du sport, oncologie, pharmacologie et expertise. Oui, ça donne une base, c'est une année de formation avec 2 terrains de stage. Donc les terrains de stage dépendent évidemment de la FST choisie. Pendant la réalisation de cette FST, l'idéal est de se former en plus, donc de faire des DU spécialisés. Et de toute façon, dans l'internat, il faut, en fonction de ces stages à chaque fois, travailler la spécialité dans laquelle on est sur le moment. J'ai eu envie de faire rhumatologue suite à un stage d'externe à Nantes, et je n'ai pas été déçu non plus quand j'ai réalisé mon premier semestre de rhumatologie où j'ai retrouvé ce qui m'avait plu à ce moment-là. C'est très dépendant du stage dans lequel on est. Mais par exemple en rhumatologie, comme il y a une place importante de l'ambulatoire, il n'y a pas qu'un service et qu'une visite. Il y a l'hospitalisation complète, il y a l'hospitalisation de jour, il y a aussi des consultations élargies, donc c'est une journée de consultation en binôme avec un chef, il y a souvent c'est des bilans ou des gestes, donc ça va dépendre vraiment d'où on est posté sur ce jour-là, donc c'est très varié, pas répétitif. Alors, c'est pas en rhumatologie, mais aux urgences, parce qu'en tant qu'interne, on passe régulièrement aux urgences, d'avoir eu à faire un plâtre à un camionneur ukrainien qui s'était fracturé la cheville, qui voulait absolument partir, qui devait ramener son camion. Et donc je me souviens avoir regardé un tutoriel de comment faire un plâtre à 5h du matin. Ça faisait plusieurs années que je n'avais pas fait de plâtre, donc c'était assez étonnant. C'est Florence Erny, je suis médecin rhumatologue en libéral, donc j'ai mon cabinet en ville et j'ai passé j'ai fini l'internat en 2013. Donc j'ai fait un clinica 2013, 2014, 2015 et j'ai commencé des remplacements en libéral fin 2015. Et je me suis ensuite installée en libéral en mars 2017. Donc ça va faire 4 ans bientôt que je suis installée. Ça paraît très obscur au départ, effectivement, parce qu'on n'est pas du tout formé à ça. Moi, personnellement, je m'étais renseignée, il y a des petits livrets qui sont pas mal faits sur justement l'installation en libéral, avec toutes les démarches à faire. Et j'ai eu la chance à ce moment-là, il y avait aussi, quand je me suis installée, un rendez-vous commun avec l'URSSAF et la CPAM
où je suis allée. Et donc voilà, il y avait pas mal de démarches qui étaient faites directement avec eux, où ils nous ont expliqué pas mal de trucs. Et il faut savoir aussi, quand on est installé en libéral, on est obligé de cotiser à une AGA. C'est une association de comptabilité pour la gestion agréée. C'est une inscription qui est obligatoire. Et moi, avec mon AGA, ils proposaient une journée de formation pour ceux qui s'installaient en libéral. Donc il y avait sur toute la journée plein de petits topos sur plein de thèmes divers et variés qui sont très intéressants quand on débute et qu'on n'y connaît rien. Donc ce genre de choses-là est très intéressante. J'avais aussi participé à une journée de l'installation qui était faite pour des internes plutôt en fin de cursus. Donc ils ont plus ça en médecine générale. Donc je crois que je m'étais un peu mis avec des copains de médecine générale sur cette journée-là. Mais voilà, il y a des documentaires, des journées et puis des fascicules, tout ça. On peut trouver des informations quand même assez facilement pour se faire les petites informations. Ça fait un peu peur au départ, mais au final, une fois qu'on est dans le truc et que ça se lance, au final, ça se fait très bien. Donc la rhumatologie, c'est une spécialité pour moi qui est intéressante parce que justement, on peut la faire à la fois à l'hôpital et en ville. Ce qui permet de ne pas se fermer des portes, contrairement à par exemple la médecine interne qui m'intéressait aussi et qui peut quasiment que se faire à l'hôpital et on ne sait jamais trop si on va avoir un poste. Donc pour moi, c'était important de pouvoir garder la possibilité de choix et puis même pour l'évolution de la carrière, ça peut être intéressant de pouvoir changer au milieu. C'est une spécialité qui est intéressante à la fois en ville et à la fois à l'hôpital, donc ça c'est intéressant. L'avantage en ville, c'est qu'on est son propre patron, donc on choisit ses horaires, la façon dont on veut travailler, comment axer sa pratique, si on veut faire plus du mécanique, plus de l'inflammatoire, avoir du matériel pour faire de l'échographie, des infiltrations sous scopie, consulter aussi à l'hôpital avec une vacation. Moi, je travaille aussi au centre de l'ostéoporose, une demi-journée par semaine. Donc, ça permet de faire des dépistages de l'ostéoporose avec des densitométries osseuses. Donc, j'ai 3 lieux d'exercice différents, ce qui permet de ne pas s'ennuyer non plus. Donc, je suis très satisfaite de la pratique du libéral pour le confort de vie que ça amène au niveau de la gestion de son emploi du temps notamment. L'hôpital est intéressant aussi parce que du coup il y a plus l'émulation de l'équipe, de toujours avoir quelqu'un à qui poser une question si jamais on n'est pas sûr, les staffs, tout ça. Après, moi je trouve que j'avais quand même fait 2 ans et demi de clinica à l'hôpital et j'ai trouvé ça quand même très prenant par rapport à la vie personnelle. Les week-ends, les horaires qui sont quand même assez étendus entre le matin, l'après-midi. Donc c'est vrai que c'est intéressant sur le plan scientifique, épanouissement en équipe, mais c'est vrai que j'ai préféré le libéral par rapport à ce côté lié à la vie familiale et professionnelle. En fait, quand on se met en libéral, alors au début c'est un peu difficile, mais au fur et à mesure de la pratique, on commence à avoir son petit carnet d'adresses en fait, qui se fait et on a l'habitude d'avoir nos interlocuteurs à qui on adresse, que ce soit en neurologie, en gastro, en dermato et du coup ça se simplifie finalement au fur et à mesure des années. Et puis moi je suis quand même installée avec 2 autres rhumatologues, donc il y a aussi une dermatologue, d'autres spécialistes dans le cabinet. Donc ça permet aussi d'avoir des discussions entre confrères si jamais on a un dossier compliqué. Donc je ne me sens pas non plus isolée. Après je fais aussi des avis hospitaliers en appelant le médecin référent. Qui est tout à fait disponible pour ça, donc que ce soit en rhumatologie pour discuter d'un dossier difficile ou en médecine interne aussi, ça m'arrive d'appeler pour discuter. Donc des fois le médecin voit en consultation pour donner un avis, des fois ça débouche sur une hospitalisation, pas toujours. Mais voilà, on a beau être seul au quotidien sur la journée, il y a toujours moyen quand même d'avoir des avis et de ne pas rester seul dans son coin et de progresser dans les diagnostics. Ça se fait assez facilement. Alors c'est très simplifié en libéral.
À l'hôpital, les gestes sont très protocolisés en fait, hein, tout ce qui est ponction, infiltration, on est avec un champ stérile, des gants stériles, un masque. En libéral, c'est vraiment un protocole simplifié. Voilà, pas plus tard que ce matin, j'étais en consultation avec une externe et elle a trouvé la ponction infiltration de genou hyper rapide. On fait juste deux applications de bêta-alcoolique, on attend que ça sèche et puis pas de gants, pas de champ stérile, on fait directement le geste comme ça et il n'y a aucune difficulté à le faire tout seul, quoi. Donc ça, il n'y a vraiment aucun problème pour tous les gestes habituels en rhumatologie, les ponctions, les infiltrations, les évacuations sur la plupart des articulations. Après, c'est sûr que je ne vais pas faire d'épidural au cabinet. Ça, c'est un geste qui est très très rarement fait en libéral. On va plutôt hospitaliser les gens pour faire ce type de geste ou les faire sous scopie par le radiologue. Après, il y a aussi toute la pratique sous échographie qui se développe. Donc moi, je commence à peine parce qu'on peut faire aussi des gestes sous écho. Et là, le protocole est un peu plus compliqué pour rester en stérile. Mais je sais que j'ai une collègue qui le fait en libéral toute seule, sans aide. Donc je sais que c'est possible. Après, il faut être entraîné et puis avoir son protocole bien établi. Mais ça, c'est pas problématique, hein, globalement. Non, je dirais que c'est différent, effectivement. Globalement, les patients en libéral, je dirais, sont plus simples. Le contact est simplifié déjà parce qu'on est le médecin et il n'y a pas 36 interlocuteurs comme on peut le voir à l'hôpital, l'externe, l'interne, un médecin-chef. Donc on est vraiment le médecin, donc il y a un côté agréable à ça parce qu'on est vraiment le référent. Et puis les pathologies sont quand même un peu plus simples. À l'hôpital, c'est vrai qu'il y a souvent des patients polypathologiques ou aussi plus de problèmes sociaux avec des gens qui ne parlent pas forcément toujours bien français. Donc ça, on a quand même moins en libéral, même s'il y en a. Il y a quand même des dossiers complexes, on ne fait pas que de la bobologie. Mais globalement, c'est quand même un peu plus simplifié et il y a un côté un peu des fois pénible de la consultation à l'hôpital parce qu'on voit beaucoup de dossiers compliqués où il faut beaucoup réfléchir. En libéral, c'est un petit peu différent. C'est vrai qu'on a quelques dossiers compliqués, mais qui s'entrelacent avec des choses un peu plus simples, des petites gonarthroses, des choses comme ça qui permettent aussi de faire une journée complète en libéral sans être exténué à la fin de la journée. Donc la journée type en libéral, en fait, j'ai pas une journée qui est semblable à une autre. Il y a par exemple des journées continues au cabinet où j'arrive à 9h moins quart, je me prends mon petit thé, je discute 2 minutes avec les secrétaires, j'allume mon ordinateur, je lance toutes mes prises de sang pour récupérer tous mes résultats de biologie, d'examens complémentaires, tout ça, que je vois soit avant de commencer, soit au fur et à mesure de la journée. Et puis je vois les patients comme ça au fur et à mesure, donc j'alterne les consultations, les infiltrations sur la matinée et puis sur l'après-midi. De temps en temps, j'ai un rendez-vous labo en début d'après-midi pour voir les représentants de labo. Et puis, d'autres journées, j'ai une demi-journée à l'hôpital et une demi-journée au cabinet. Donc, je suis que l'après-midi, par exemple, au cabinet. Ou inversement, le matin au cabinet et puis l'après-midi au centre de l'ostéoporose. Donc, il n'y a pas non plus d'habitude, forcément, tous les jours sont un petit peu différents quand même. Voilà. Je commence donc vers 9h moins quart et je finis vers 6h en général. Après, ça peut être 17h, ça peut être 19h. Ça dépend aussi un peu des rhumatologues. Chacun choisit un peu ses horaires. Je ne travaille pas le mercredi après-midi, ça me fait une pause dans la semaine. Chacun fait comme il veut. Je conseille la rhumatologie comme spécialité pour le confort de vie, le confort intellectuel, la variété
des consultations avec une association aux gestes techniques qui est intéressante. On peut faire aussi de l'échographie, des infiltrations sous scopie. Enfin, c'est une spécialité qui est intéressante sur le plan diagnostic, clinique, interrogatoire et qui mérite d'être découverte.